C'est comme une perception que je dirais pas une chose identique à l'orateur allemand qui a dit des choses extrêmement intéressantes, mais qui parfois, du point de vue italien, implique un certain réplique, mais ce sera un petit détail. Non, aujourd'hui, on a eu une très bonne nouvelle, Président, c'est-à-dire l'information qui nous a été donnée par Pascal Perrineau, qui nous dit que les 3/4 des Français ne font pas confiance aux autorités européennes. C'est-à-dire, les Français font plus de confiance aux autorités européennes qu'aux autorités françaises. Le niveau de confiance est sur... Bonne remarque. Au-delà de cette boutade que vous allez m'excuser, j'espère, merci au contraire. Il y a un problème réel. Tous ces sondages, toutes ces discussions sur Europe oui, euroscepticisme, Europe non, et le problème est qu'il s'impose une question de la démocratie. Or, le paradoxe est que cette question de la démocratie s'exprime par rapport à la question européenne. On dit que l'Europe a une façon de s'exprimer, de travailler qui n'est pas respectueuse de la volonté du peuple. Mais en réalité, l'Europe est le miroir, la tête de turc, d'une question démocratique qui se pose à l'intérieur même de nos pays. On parle volontiers d'abstention probable, très forte aux élections européennes. Mais on oublie tout de suite de dire à quel point l'abstention est arrivée en France il y a quelques semaines aux élections municipales. On oublie de dire que certains chocs démocratiques que, par exemple, la France a vécu, comme un certain 21 avril 2002, n'ont eu rien, voire peu, à voir avec l'Europe. C'était un problème national. La question démocratique, de la gestion de la vie démocratique, de réinventer la démocratie, ça se pose partout. Et il est très facile, je pense trop facile, de l'interpréter uniquement comme un réflexe du problème européen et de la dynamique communautaire. Du point de vue italien, parce que quand même, j'étais chargé de parler de l'Italie, et je vous dis tout de suite que je le ferai à partir d'un angle différent de ce qu'a fait très bien les collègues allemands, mais je préfère partir de l'actualité. Et c'est justement le problème démocratique qui se pose aujourd'hui en Italie, et c'est justement le défi démocratique qui a été relevé, on verra si avec succès ou non, par le gouvernement actuel. Le gouvernement Renzi, en faisant surtout des considérations d'ordre financier, la finance publique, la réduction des déficits et de la dette, a choisi quand même de redire ce que les Italiens appellent les frais de la politique. Donc, toute une série de représentations démocratiques, comme les départements, en Italie, les provinces, vont être radicalement transformées et pratiquement abolies dans leur visage tel qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire abolies en tant que représentativité élue directement par les citoyens. Ça regarde aussi le Sénat, qui changera de visage. Donc, il y a comme la perception que pour obéir à certaines nécessités d'ordre financier, qui évidemment, elles, ont quelque chose à voir avec le respect des paramètres européens, l'Italie a choisi de mettre en jeu le schéma, l'architecture même de sa propre démocratie. Le pari de Renzi, le pari de ce gouvernement, est de faire ça avec une valeur ajoutée en termes de dynamique démocratique et pas un sacrifice. S'il gagnera ce pari de valeur ajoutée dans le fonctionnement des institutions, aujourd'hui totalement décrédibilisées en Italie, ça sera surtout parce que, justement, ces institutions ont perdu leur crédibilité. Il n'y a pas un jour, une semaine, au moins, en Italie, sans
relancer la dynamique démocratique. Ça vaut aussi pour la France, ça vaut certainement aussi pour l'Espagne, probablement ça vaut aussi pour l'Allemagne. Deuxième état d'urgence, évidemment, respecter les engagements qui ont été pris sur le terrain de la gestion des comptes publics. Et le troisième est faire en sorte que le pays, comment dirais-je, puisse disposer d'une majorité. La situation actuelle de l'Italie, à la veille de ces élections européennes, est presque paradoxale. Le gouvernement Renzi a été le fruit d'un changement brutal à l'intérieur du parti qui a la majorité absolue à la Chambre des députés et la majorité relative au Sénat, c'est-à-dire au Partito Democratico, le centre-gauche, formation politique née de la fusion entre ex-communistes et ex-démocrates chrétiens. Il a cette majorité relative, mais le changement de gouvernement de Enrico Letta à Matteo Renzi, février dernier, a été réalisé par pratiquement un coup de force à l'intérieur du parti. Les deux étant membres du même parti. Avant, il y avait le gouvernement Monti. Le gouvernement Monti aussi est né d'une situation extrêmement tendue et bizarre dont on parle beaucoup aujourd'hui en Italie parce que Berlusconi arrive à accuser Monti d'avoir réalisé un coup d'État au mois de novembre 2011. Et voilà le moment sur lequel il faut réfléchir pour interpréter l'actuelle réalité politique italienne et les jeux politiques à la veille des élections européennes est ce moment déterminant, presque fondateur, de novembre 2011. Et le lien avec l'Europe, là, est très strict. L'Europe, c'est le moment où ce sourire de Nicolas Sarkozy à la question, pendant une conférence de presse posée par ma très chère amie Mireille Maresquier, qui lui demande qu'est-ce que vous pensez de l'Italie, et Sarkozy se met à rire. Et Angela Merkel, qui faisait la conférence de presse avec lui, ne sait pas où regarder. Donc cette image plastique de la décrédibilisation totale de l'Italie vis-à-vis de la communauté internationale et de l'Europe en premier lieu, avait une conséquence directe en termes de sacrifice des Italiens. Parce que l'Italie est un pays lourdement endetté, comme tout le monde le sait. Entre parenthèses, il y a une différence entre l'endettement public de l'Italie, de l'Espagne, de la France et de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. La dette publique italienne est une courbe assez douce. Il y a eu une augmentation, mais cette augmentation en pourcentage n'a pas été énorme. La dette publique italienne est l'héritage d'erreurs qui ont été commises lors des années 70 et 80. Donc c'est une dette publique ancienne. Au moment de la création des accords de Maastricht, au moment où, au mois de décembre 91, il y a eu la conférence de Maastricht, et on a trouvé l'accord, parce que le texte a été signé au mois de février 92 par le ministre des Finances et des Affaires étrangères. Mais l'accord avait été trouvé à Maastricht au sommet de décembre 91. À ce moment précis, France et Grande-Bretagne Allemagne, choisissent les critères de Maastricht comme si c'était une photo de leur propre situation. On décide que leur déficit public était légèrement inférieur à 3%, et décide que 3% c'est la règle européenne. Leur dette publique était inférieure à 60%, on décide que 60% c'est la règle européenne. Ensuite, eux-mêmes franchiront ces limites. Mais à ce moment-là, la dette publique italienne était déjà à 100% du produit intérieur brut. Donc, la dette publique italienne a une origine ancienne et sa variation, bien que évidente, n'a pas été brutale, n'a pas été énorme. Par contre, la dette publique française
a été longtemps à 60%. Et elle est arrivée aujourd'hui à presque 100% à l'espace de 6 ou 7 ans, 8 ans. Ne parlons pas de la dette publique britannique qui a grimpé de façon énorme. La dette publique allemande aussi a augmenté, et là ça s'explique avec les frais pour la unification. La dette publique espagnole, ne parlons pas, elle a monté en flèche sur 6 ans. Donc, c'est pour dire comme l'Italie paye aujourd'hui un héritage qui a ses racines dans l'Italie, pas d'hier, mais d'avant-hier. Or, le problème est que, évidemment, comme tous les autres pays, l'Italie doit refinancer sa dette par l'émission de bons du Trésor, d'obligations publiques, et au mois de novembre 2011, quand le président du Conseil était Silvio Berlusconi, le spread, la différence entre les taux d'intérêt à 10 ans entre Italie et Allemagne pour les bons du Trésor sur les marchés secondaires de ces bons du Trésor, de ces obligations publiques, a touché 575 points base, 5,75%. Aujourd'hui, le différentiel, le spread est réduit à 150 points de base, 1,5% entre Italie et Allemagne à 10 ans. Donc c'est comme une démonstration de la crédibilité de l'Italie sur les marchés financiers internationaux. Et l'Italie paye pour financer, pour émettre ces bons du Trésor, à ceux qui les achètent à 10 ans, paye aujourd'hui autour de 3,1%. Donc, la situation s'est largement améliorée, compte tenu qu'elle frôlait le 9 et même plus pour cent en novembre 2011, avec un différentiel de presque 6% avec l'Allemagne. Elle s'est améliorée au prix de sacrifices indiscutables imposés par le gouvernement Monti, comme le fait que les retraites ne sont plus augmentées sur la base de l'inflation. Elle s'est surtout améliorée à travers l'image crédible des présidents du Conseil comme Mario Monti, Enrico Letta et aujourd'hui Matteo Renzi. Mais la petite amie est que ce changement, cette démission de Berlusconi a eu lieu dans un contexte qui n'est pas un contexte de débat parlementaire. Il n'y a pas eu un gouvernement qui a perdu, qui a fait un vote de confiance, il l'a perdu. Et ça a été le réflexe d'une crise financière nationale et internationale. Donc tout ça a eu lieu en dehors du normal débat politique démocratique. Ça n'enlève rien à mon plaisir personnel pour la démission de M. Berlusconi, mais le problème existe et il a existé. Or, aujourd'hui, l'Italie se trouve à vérifier la crédibilité politique de son propre gouvernement après 3 gouvernements qui n'ont pas été élus directement par le peuple. La Constitution italienne ne demande pas que le gouvernement soit élu directement par le peuple ou que le président du Conseil soit élu directement par le peuple. Mais dans la période de la Seconde République, donc entre 92, 93 et aujourd'hui, il y avait l'habitude de présenter aux électeurs un candidat président du Conseil, pour les uns et pour les autres. Ils sont à droite et à gauche. Et ensuite, il était normal que la coalition gagnante choisisse ce président du Conseil. Évidemment, Monti, qui n'était pas membre, même pas membre du Parlement, il a été choisi par le président Napolitano comme sénateur à vie une semaine avant être désigné comme président du Conseil. Et même ensuite, Enrico Letta a été le fruit d'un accord après les élections du mois de février, mais il n'était pas le chef de la coalition qui s'est présenté aux électeurs. À plus forte raison, Matteo Renzi, qui a pris le pouvoir suite à son coup de force, disons, à l'intérieur du Parti démocratique. Ces 3 présidents du Conseil n'ont pas été l'expression d'un vote populaire. Ils sont parfaitement légitimes, que ce soit bien clair, parce que la Constitution italienne dit que le gouvernement obtient la confiance du Parlement, et ils l'ont obtenu. Mais il y a comme quelque chose de
fait sur le terrain de la gestion de la démocratie selon les critères qui s'étaient affirmés depuis quelques décennies. Donc, les élections européennes pour les Italiens, les élections du 25 mai, ont une valeur énorme comme test politique national. Elles sont presque une élection législative nationale. Si le Partito Democratico et sa bizarre coalition, qui est formée parce que, comme je vous disais, au Sénat, le Partito Democratico n'a pas la majorité absolue. Dans cette coalition qui est formée par le Partito Democratico, par les centristes de Mario Monti et ses amis, et par des transfuges du berlusconisme, qui ont créé un Nuovo Centrodestra, un parti qui s'appelle Nouveau Centre-Droite, dont la coalition de gauche inclut le Nouveau Centre-Droite. Et on dit que les Italiens ne font pas de miracles. Et dans cette coalition bizarre, mais qui marche relativement bien, même sur le terrain de réforme au moins promise. Alors, si cette coalition n'arrive pas à 40%, les élections législatives anticipées sont probablement inévitables. Donc, le match politique qui se dispute en Italie est tendu. Il regarde aussi l'Europe, parce que malgré une baisse d'intérêt et d'enthousiasme, et pour cause, pour la cause européenne telle qu'elle est présentée normalement par les médias, les Italiens demeurent persuadés qu'ils ont envie d'être ancrés à l'Europe. L'ancrage européen pour les Italiens a toujours été vécu comme l'ancrage aux puissances, comme l'ancrage de la France, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, comme l'alternative à une dérive méditerranéenne, à une dérive africaine. Et c'est aujourd'hui cette image de l'alternative entre l'ancrage européen et la dérive vers l'autre partie de la Méditerranée, l'autre rive de la Méditerranée, et même physiquement devant les yeux des Italiens, qui voient arriver